Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Il se décrit comme un pianiste d'origine arméno-cosmique qui transpire de la moustache quand une sirène lui chante à l'oreille. Et oui, il est maître de la punchline et compositeur de génie. Ce soir, je vous propose une rencontre avec André Manoukian. Nous parlerons de son parcours et de sa passion de la transmission. Nous parlerons également de ses collaborations, notamment avec Élodie Frégé. Ils sont actuellement en concert. Enfin, la muse contre-attaque. Portrait de femme forte dans la chanson jazz et soul par Alexandre Tchekald. André Manoukian, soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous. C'est un plaisir et un honneur de vous accueillir. Alors mon cher André, je vous propose un rendez-vous en deux temps. Je vous explique, on va commencer par un tête-à-tête. On va revenir sur votre parcours et essayer de faire connaissance, puis une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez bien ou pas. Tout ça, évidemment, en musique. Ça vous va ? Terrible. Bonjour Célia, je ne vous ai même pas dit bonjour. Vous savez que vous avez le prénom d'un plus beau standard de Bud Powell ? Non, je l'ignorais. C'est le premier morceau que mon prof de piano américain m'a demandé de relever, Célia. C'est magnifique. Toute l'histoire du bebop est dans cette chanson. Oui. Voilà, c'était tout. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, on va faire connaissance. Compositeur, pianiste, comédien, animateur télé, radio, notamment France Télévisions, France Inter. C'est pas la première fois que vous faites escale ici en Corse, mais vous aviez fait étape du côté de Bastia. C'était pourquoi ? À quelle occasion ? C'était pour un spectacle qui s'appelait So in Love au théâtre de Bastia, et c'était un disque que j'ai fait, je crois, il y a 7-8 ans, 9, un peu plus peut-être. Et l'idée, c'était toujours pareil, d'explorer cette fameuse problématique de la muse et du compositeur. En fait, je pense que l'acte de composer, c'est un acte d'amour. Il faut tomber amoureux d'abord, d'une voix, bien sûr. Et puis ensuite, c'est ça qui déclenche tout. Et du coup, en regardant dans mes compos, il y a un moment où c'est inspiré de gens. Moi, quand j'ai découvert Cole Porter, je trouvais que c'était sublime, parce que c'était un compositeur de jazz, mais qui faisait des mélodies très simples. Enfin, pas si simples que ça, mais qui vous rentraient dans la tête, et c'était sublime. Donc j'ai décidé un petit peu de lui rendre hommage. Il y avait lui, il y avait Burt Bacharach, il y avait Gershwin aussi. Et je me suis rendu compte que ces trois-là fonctionnaient par amour aussi. Ils étaient tous amoureux de leur chanteuse, de leur chanteur, etc. Et donc j'avais fait ce disque-là avec Tété, avec Cocoon à l'époque, avec plein de chanteurs, avec Camille, Elena Noguera, etc. 9 chanteurs pop avec qui j'avais dit vous allez vous habiller en crooner. Et on a joué. Pas beaucoup, on a joué une fois parce qu'il est impossible de les réunir tous, et donc ce fameux théâtre de Bastia où ça a été un peu l'apothéose. Et c'est là que tout commence. Vous êtes revenu également pour Création, le parrain. Vous êtes revenu pour e-Music School. En fait, vous adorez la Corse. Mais oui, enfin c'est mon chemin musical avec la Corse. Enfin, a priori, j'ai plus un chemin musical avec les gens. Ceci dit, c'est le chemin le plus intime qui soit. Alors, cette fois, vous êtes à Ajaccio, toujours pour un concert. En duo, cette fois, avec la sublime Élodie Frégé. Un concert durant lequel vous allez interpréter le rôle d'un pianiste envoûté par la voix de la chanteuse. Ça ne devrait pas être trop compliqué, je pense. Ensorcelé par une sorte d'icône inaccessible. Et vous allez exprimer forcément votre chagrin sur un piano. C'est ça. Alors, une des plus belles inspirations, c'est quand on est amoureux. La deuxième plus belle inspiration, c'est quand on est largué. Quand on vient de se faire larguer, on confie sa peine. Donc, du coup, c'est inépuisable. Il y a juste entre les deux qu'on se fait il y a un moment creux comme ça. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Mais ces deux moments forts qui sont le début et la fin, je pense que c'est des moments qui sont très inspirants. Et puis voilà, ce spectacle, il est né de ma rencontre avec Élodie. Et puis aussi j'ai fait des efforts. Je me suis mis en cure de désintoxication vocale, faut dire, parce que j'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses. Un jour, j'ai pensé que j'étais guéri, j'ai été voir le médecin, il m'a dit « Mettez-vous à l'épreuve, prenez la plus belle avec la plus belle voix, puis vous allez voir ce qui se passe. » Donc voilà, on va voir ce soir à Ajaccio comment ça va se passer, quoi. À chaque fois, c'est une mise à l'épreuve. Hein. Je remets devant, voilà, je prends le public à partie, je leur dis « Voilà, vous êtes là, les témoins, si vous voyez que je faiblis, si vous voyez que ça commence trop à transpirer d'ici, essayez de me calmer, soyez de mon côté, parce que... » Et l'autre, elle débarque et là, habillée, je la vois jamais avant de rentrer sur scène, donc je la découvre en même temps que les gens et c'est une épreuve. C'est dur, c'est dur. Le public et vous ne chaviriez ensemble ce soir. Alors votre passion pour le piano, André, elle viendrait de votre père. Est-ce que vous avez compris tout de suite que un peu plus qu'un loisir pour vous, ce serait une vocation ? Assez tard. Par contre, j'ai commencé très tôt. Le piano, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Ouais. 5 ans.
Et du coup, toujours. Et puis après, je suis d'une génération où il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc quand je rentrais de l'école, je jetais le cartable et mon jeu, c'était le piano. Donc c'était bien. Maintenant, c'est plus compliqué avec les gosses. Donc, et puis un jour, et puis j'ai travaillé. J'étais toujours fasciné par l'improvisation. C'était difficile pour moi. Je faisais du piano classique, mais j'aimais bien jouer ce que j'entendais à la radio aussi, d'oreille. Donc je travaillais les deux choses. Et comme ça, le jazz, découverte à 13 ans. Et là, c'est un coup de... Oh, je m'en rappellerai toujours, c'était un disque, Fats Weller, un disque de ragtime. Et la première fois que j'ai écouté ça, parce que mon père n'écoutait pas du tout à la maison, on n'écoutait que du classique, j'ai dit, mais merde, mais c'est Jean-Sébastien Bach avec du rythme. Et j'ai dit, bon, allez, ça, c'est ma musique. Après, quand je me suis retrouvé en fac de médecine à 18 ans, j'ai fait, bon, allez, arrêtons les conneries, on a fait ça pour faire plaisir à son père, soyons sérieux. Introspection, et tu vas être musicien, donc voilà. Il n'était pas un peu réticent? Ouf, m'en parlez pas. C'était compliqué? Anathème, malédiction grecque et tout, la totale. Ah ouais, dans la famille, ça rigole pas. Et du coup, c'est cette malédiction grecque qui m'a structuré, qui m'a donné de la force. Il semblerait que vous ayez conjuré le sort. Ouais. C'était l'anathème, c'était la phrase terrible. Après 1 heure de speech dont il avait le secret, hein, si j'ai le sens, le goût de la parole, c'est un petit peu ça. Il a fini en disant, tu sais, un métier de saltimbanque, tu finiras en jouant pour un sandwich. Wow. Donc la phrase « tu finiras en jouant pour un sandwich », c'est un peu mon « connais-toi toi-même » de Socrate, quoi. C'est ça qui m'a constitué. Bon, cela dit, c'est un métier difficile. Vous avez toujours eu envie de partager votre passion et de guider les autres artistes en l'occurrence. C'est ce qu'a découvert le grand public dans un télécrochet, La Nouvelle Star, c'était en 2003. On a découvert votre bienveillance aussi et vos fameuses punchlines. L'un ne va pas sans l'autre, je dirais, c'est un acte bouddhiste. Vous savez, Bouddha, il dit action, réaction. Action, il y a une casserole qui vous envoie du son pas possible dans les oreilles. Réaction, vous êtes obligé, voilà. Mais la réaction était proportionnelle à l'action. Et après, ça allait dans les deux sens. Quand c'était de la grâce, quand on voyait une Camélia Jordana qui déboulait, là, c'était... Bizarrement, on était sans mots. On a beaucoup plus de mal à trouver des mots quand c'est formidable que quand ça va pas, quoi. Bon, cela dit, c'est toujours fait avec bienveillance. Oui. C'est jamais méchant. Mais non, parce qu'on est tous des musiciens et on a tous été... on est castés tous les jours. Alors, partager, éduquer, éveiller la curiosité du grand public pour la musique, évidemment, c'est ce que vous faites dans vos émissions, notamment La vie secrète des chansons, qui est diffusée sur France 3. Et vous nous faites découvrir des anecdotes du répertoire français des années 60 à ce jour. Il y a beaucoup d'émotions, il y a pas mal de surprises. Et la dernière, c'était sur les animaux. Oui, le Yuki par exemple, Gotener, c'est génial parce que c'est des chansons qu'on a, voilà, on les connaît un peu par cœur. Et tout d'un coup, quand on va dans la fabrication de ça, on apprend tout le temps des choses assez étonnantes. Et moi le premier, et j'ai des copains qui sont des grands musiciens et qui me disent, je sais pas, Yvan Cassard, qui est l'arrangeur de Johnny, de Woolsey, qui a bossé avec lui, il me dit, je savais pas que Woolsey, quand il a fait sa chanson, il était dans cet état d'amour pour, etc. Donc voilà, alors comme ça se passe autour d'un piano, et que c'est quand même cette table, elle est très sympa, mais elle aurait presque la forme. Donc il y a l'instrument de musique qui est bienveillant, donc du coup le chanteur, il se sent, je vous dis, quand on a des problèmes, on les confie à son instrument. Donc avec l'intercession du piano, j'obtiens finalement beaucoup plus de confidence que si j'étais un journaliste qui cherchait des scoops. Comme je ne suis pas journaliste, il n'y a pas de problème. Donc c'est propice à la confidence, je vais le noter pour plus tard. Exactement. Alors guider les autres, c'est ce que vous faites également dans la maison d'artistes de Chamonix. C'était un concept complètement insolite, au pied du Mont Blanc. C'est une sorte de maison de conte de fées, c'est incroyable, forcément pour que la magie opère. Racontez-nous ce qui se passe là-bas. Alors c'était la maison de Maurice Herzog, le vainqueur de l'Annapurna, une haute figure de Chamonix. Cette maison avait été rachetée par la mairie, elle était à l'abandon. Moi, j'ai fait un festival de jazz là-bas à Chamonix qui se passe l'été, qui s'appelle le Cosmo Jazz. Mais ça dure qu'une semaine, c'est génial. Les musiciens jouent en altitude. Et du coup, je voyais cette maison, j'ai dit au maire, ça serait bien d'en faire une résidence d'artiste. Il m'a dit, vas-y. Et donc, du coup, j'ai pris les clés, on a fait et j'ai mis mon studio là-dedans, au sous-sol. Et les artistes viennent gratuitement pendant une semaine, ils enregistrent ce qu'ils veulent. Et en échange, ils nous donnent un concert le vendredi soir et le samedi soir. Ce qui fait que pour tous les Chamonniens, il y a un concert gratos de high level. C'est du troc artistique. Voilà. Ça marche plutôt bien ? Ça marche plutôt bien.
C'est pas évident non plus parce que là, on est à la 3e année, on a enregistré 150 groupes Ah oui, quand même. qui, sans nous, n'auraient pas pu bosser. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de... Le modèle économique de la musique, c'est pas évident. Il y a de moins en moins de labels, il y a de moins en moins de financement pour les gens qui démarrent. Et le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus de talents. Internet a fait 2 choses, a détruit d'une certaine manière la manière, bon, on va dire maintenant qui semble presque archaïque d'acheter des CD. Il y en a encore qui le font, continuez, s'il vous plaît. Mais d'un autre côté, a vraiment donné une culture musicale incroyable aux gens, quoi. Vous avez parlé de ce festival, là aussi un pari complètement fou, des défis, je cite, le fameux festival Cosmo Jazz. Vous vouliez faire résonner la musique au cœur des montagnes. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas perturber la nature, l'environnement? Célia, on est en Corse ici. Donc vous avez l'habitude de ça. Le chant corse, il vient d'où? De l'écho des vallées. Cette acoustique. Ils vous le disent, les gens, ceux des polyphonies, ils apprennent à chanter avec l'écho de leur propre voix. Donc la plus belle acoustique du monde, elle est en montagne. Avec ce son, il n'y a rien qui arrête le son. Vous savez, dans une salle de concert, l'ingé son, il passe 1 heure à lutter contre les murs. Vous enlevez les murs, vous mettez juste de petits haut-parleurs et ça diffuse, il n'y a rien qui arrête, c'est magique. En plus de ça, les concerts ont lieu à midi. Et je dis que je remets les musiciens dans une posture de chaman. C'est-à-dire, le chaman, c'est celui qui parle aux esprits de la nature avec l'instrument de musique. Le premier sorcier, c'est un musicien. Les instruments de musique étaient tabous dans les tribus premières, parce qu'avec, ça a une force surnaturelle. Célia, vous ne toucherez plus jamais votre harmonica de la même manière. Vous êtes un peu sorcier, j'ai l'impression. Alors, on va considérer que le défi a été relevé. On a pu découvrir quelques images. C'est devenu un événement de référence. Vraiment, ouais. ce festival, c'est presque un label ouvert sur le monde. Exactement. Et l'idée, c'est encore une fois de faire venir les musiciens du monde, mais c'est surtout de la nature. On a eu Battista Acquaviva qui a chanté à 2500 mètres d'altitude au bord d'un lac avec un joueur de Kemancha. C'était sublime. À la fin, elle me dit « André, oui, on n'a qu'une vie ». Je dis « Oui, je peux traverser le lac parce que le public était de l'autre côté ». Je dis « Mais il est à 4 degrés là ». Tant pis, avec sa grande robe, elle y a été. Voilà, ça met les gens dans des... Pas trop. On a eu Ibrahim Malouf qui a commencé dans un nuage, qui était posé sur la montagne. J'étais furieux et tout d'un coup, break de batterie, le nuage se casse en 2 et derrière le Mont Blanc qui vibrait comme ça. Célia, il faut que vous veniez. Je vais vous faire une initiation spéciale. J'ai envie de vous proposer un concert spécial dans une crevasse, mais dont on ne pourra pas sortir pendant 3 jours. D'accord, écoutez, on va négocier ce rendez-vous. J'ai confiance. Votre travail, André, vos compositions, vous l'avez dit, elles sont ouvertes sur le monde. Elles sont assez insolites. Vous allez chercher des influences entre l'Orient et l'Occident. C'est le cas de l'album Apatride. Si je puis dire, une musique colorée, je cite vraiment, entre 2 mondes. Il y a un résultat envoûtant, presque hypnotique. Bien dit, j'ai rien à rajouter. Bon, bah alors on écoute et on regarde. Pour qu'une voix vous charme, vous hypnotise, vous fascine, il faut que ce soit une chanteuse? Évidemment. Non, ça marche aussi avec les chanteurs. Pour moi, une chanteuse n'a pas de sexe. Il peut y avoir une chanteuse avec des grosses couilles, mais qui a la magie d'une sirène, quoi. Vraiment, hein. Récemment, Tamino, ça me bouleverse. Ce chanteur belge d'origine égyptienne, c'est génial. Voilà. Non, la chanteuse, pour moi, c'est une divinité. Yann Folly, Malia, Élodie Frégé, des chanteuses de caractère, je crois qu'il en faut beaucoup face à vous. Sinon, ça ne marche pas, et également dans le milieu de la musique. Je vous propose d'en parler avec elle, Élodie Frégé, et Alexandre Tchekal. C'est le moment de la rencontre, suivez-moi. Et oui, c'est parti. Elle est là? Elle est là. Elle est là? La sublime. Bonsoir à vous deux, merci d'être au rendez-vous. Alors Alexandre Tchekal, journaliste musical fidèle au rendez-vous, qui patientait, alors pour une fois avec grand plaisir, en compagnie de la merveilleuse Élodie Frégé.
Chanteuse, auteur, compositeur, interprète. C'était moins long que d'habitude, j'ai l'impression, pour vous. C'était parfait. C'était parfait. On a été très On s'est studieux. parlé avec les yeux, Oui, parce voilà. que Ça C'est suffisait vrai. largement. s'importuner. Alors vous êtes en concert, en duo piano-voix, façon discussion, pendant lequel vous allez revenir subtilement sur l'histoire du jazz, tout en racontant l'histoire d'un pianiste envoûté par votre voix. On le disait, Ah oui. forcément, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas lutter. Mais c'est un rôle qui n'est pas si facile que ça à tenir. Les jours où j'ai pas confiance en moi, heureusement qu'il est là, je plonge dans ses yeux, dans sa moustache évidemment. Qui Et ça pétille. repart. Et ça repart. Alors Alexandre, Oui. les musiciens envoûtés par leur interprète, si je puis dire c'est un peu facile mais c'est un vieux refrain. Ouais, c'est un refrain mythologique. Hein. Les muses étaient déjà là pour ça, pour représenter leur art et plaire aux dieux de l'Olympe. Je crois que la muse de la musique, elle n'avait pas un nom très sexy, c'était Euterpe. Bon, c'est comme ça. C'est hein. dommage si on avait voulu appeler un enfant comme ça. Oui, c'est ça, quand une même fille pas musicienne Euterpe, c'est élégant. Euterpe. Non, c'est une vieille histoire. Moi, ce que j'adore dans l'idée de la muse, c'est que finalement, la muse, elle induit un duo. Puisque pour qu'elle soit muse, il faut qu'elle inspire quelqu'un et que quelqu'un soit inspiré par elle. Et oui, c'est une figure emblématique dans l'histoire de l'art et alors dans la chanson, évidemment, dans le jazz et dans la soul, évidemment. C'est une très vieille histoire, ouais, récurrente. Est-ce que vous avez quelques exemples de duos mythiques, muse-compositeur? Écoutez, j'ai André Manoukian à côté de moi, il Voilà. pourrait en citer 400. Non, moi, il y en a qui me viennent en France, en tout cas, tout de suite en tête. Je dirais Lynn Renaud, Loulou Gasté, quand même. Commençons par les classiques, la base. Mais il y en a plein, même dans l'histoire de la pop française plus récente. Mylène Farmer, Boutonnat, évidemment. Voilà, il y en a vraiment énormément. Mais la muse peut aussi être un homme. Hein. Exactement. Zazie, Johnny. Voilà. Ah oui, complètement. Est-ce qu'on pourrait dire que Johnny a été la muse de Zazie? Je ne sais pas. C'est un débat. Le museau, Bien, peut-être. bien. Oui, voilà, exactement. Bravo. Non, mais c'est vrai que muse, c'est féminin, donc on a tendance à l'associer au sexe féminin. Mais Non, mais André Mais, a cassé tous les tabous de la chanteuse juste avant. oui, mais Voilà, je suis c'est pas complètement genré, d'accord avec la chanteuse. Non. Non. Bah non. Non, mais c'est très bien comme ça. divinité. C'est divin. C'est comme l'actrice, en fait. Tous les acteurs sont des grandes actrices. Exactement. Bah justement, André, est-ce que composer pour quelqu'un, donc en l'occurrence pour Élodie, c'est comme travailler de la dentelle? On a l'impression que c'est vraiment du sur-mesure. Bah, oui, mon père était tailleur sur mesure pour dames. Ah bah il n'y a pas de hasard, décidément. Non. Et quand C'est je fou, le voyais ça. travailler, il avait toujours son maître autour du cou. Et au début, moi, on commençait à travailler. Il y a longtemps, on travaillait avec des bandes. Et souvent, quand vous faites des montages, je mettais les bandes autour du cou et je voyais ce geste-là. Et après, chaque voix inspire une mélodie. Moi, c'est toujours une voix qui me déclenche quelque chose. Et pas Je ne peux l'inverse. pas composer si je ne sais pas pour qui. C'est vraiment le déclic. Moi non C'est un timbre. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui résonne et qui se met en place. Et après, jusqu'où ça va, je ne sais pas. Est-ce que vous choisissez votre compositeur, Élodie? Alors, faut dire que j'écris et je compose aussi, comme vous l'avez dit au début. Seule. J'ai peu confiance en général. J'ai tendance à vouloir tout contrôler, tout diriger. Mais quand je tombe amoureuse de la musique de quelqu'un et que je lui laisse mon cœur sur la table et ma voix, alors là, il peut se passer des choses très belles en fait. Il y a un morceau C'est qui une avait histoire beaucoup- de confiance quand même. Il y a un C'est une morceau qui belle avait beaucoup déclaration, compté. ça. Ouais. Oui, la ceinture par exemple, j'ai On a l'extrait. complètement offert ma voix à Benjamin Biolay. Et c'est un super Et c'est morceau. un cadeau sublime. Sublime, cette chanson, je m'en lasserai jamais. Comment on se sent en fait? Est-ce que vous, en tant qu'interprète, qui est aussi compositeur, Jalouse. auteur-interprète, c'est intéressant. Mais est-ce que Non, c'est mais- plus confortable Non, j'ai finalement jamais de... été jalouse, mais je trouve ça très agréable de ne pas écrire et composer tout son disque et de céder quelque part à quelqu'un pour qu'il nous ajoute. C'est de la valeur ajoutée en fait. C'est une rencontre, c'est une histoire à raconter. Parfois on se découvre à travers le regard ou la plume de l'autre. Donc c'est très intéressant. Les gens qui parlent mieux de nous que nous-mêmes. Hein. C'est comme Oui. ça. Ouais. Oui, parce qu'on a quand même un regard, on est dessus, quoi, donc on voit pas tout. Ouais, du coup, vous avez construit ce spectacle un peu sur cette relation muse, ou en tout cas interprète et compositeur, ou interprète musicien. On a fait mieux, je dirais presque qu'on a fait mieux que ça parce qu'on s'est pas retrouvé dans le cadre classique de je tombe amoureux d'Élodie, je lui fais des chansons, on bosse ensemble, etc. Le cadre classique. Là, on s'est retrouvés comme deux alter ego. Ouais.
évidemment, sur la Nouvelle Star, on s'est rencontrés, mais avant déjà, je l'avais reçu dans une émission que j'avais sur France Inter, et j'adorais ce personnage super glamour, qui chantait des choses très fines, de la chanson française, mais avec un arrière-fond jazzy comme ça, un peu lounge. Je trouvais ça d'une élégance suprême. Elle avait travaillé avec Marc Collin, que j'adore, et du coup, je la sentais de ma famille. Et un jour, sur la Nouvelle Star, on se met à délirer, parce que chaque fois qu'une chante, les filles, elles avaient compris le truc, celle qui voulait m'emballer, elle chantait Fever en faisant comme ça. Donc d'un coup, Elodie, elle me dit, si tu veux, tu sais, on peut faire Fever nous aussi. Je fais waouh. Et donc du coup, c'était Yarol Poupeau qui était à la guitare, Sinclair qui était à la batterie qui chantait. On s'est fait un Fever tous les 4 du jury. Et là, j'ai découvert sa dimension de soul girl, de jazzy girl, quoi. Et elle y va. Et du coup, elle a presque quelque chose de plus intéressant que les chanteuses de jazz traditionnelles, c'est que il y a une fraîcheur cinématographique dans sa voix. Elle est plus du côté des Julie London et du côté des Rita Hayworth. C'est tout cet imaginaire-là qui est extrêmement fort, qui ressemble au jazz, bien sûr, cette connotation cabaret années 50 et tout ça. Mais là, on allait encore plus loin. Et du coup, j'ai dit, pourquoi on ferait pas ce répertoire pour nous éclater, toi et moi? Je lui ai proposé des chansons, elle m'en a proposé d'autres, et pif, ça s'est fait. Et la magie a opéré. Voilà. Bah justement, votre spectacle, il oscille vraiment entre jeu de séduction et jeu de pouvoir. Qu'est-ce qui domine entre les deux? Le piano. C'est la chanteuse. C'est le public qui mais vous domine. rigolez. En tout cas, c'est une relation asymétrique, même si cette asymétrie peut changer, cette polarité peut changer au cours du spectacle, mais il y a toujours quelque chose d'asymétrique, il y a toujours un admiré, un admirant et inversement. Je ne sais pas si on se pose la question. Non. Alors moi, je parle d'une chose, je parle de spirale tantrique. C'est-à-dire, Ah oui, non, mais je donne mon énergie, j'entends la voix de la chanteuse, elle me provoque un truc, je lui envoie des notes. Elle, ces notes, elle se sent bien avec, elle en rajoute une couche, on s'en rajoute une couche. Il y a un moment donné où on met le public dans la boucle et à la fin, on dit au public, ça fait 1h30 qu'on fait l'amour ensemble et vous en êtes même pas rendu compte. Une orgie, quoi. Je parle du public. Ils sont consentants. Faut mettre des mots sur les choses de temps en temps. Oui, c'est ça. Et vous le dites très justement, ils sont consentants. Oui, complètement. Normalement, enfin, les gens Ils ont signent payé à pour l'entrée. ça. Exactement, ils ont même payé pour ça. C'est une forme de consentement, c'est une concrétisation du désir. Et je suis certaine qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Exactement. Ça doit être assez jubilatoire, parce que quand même, ce répertoire, il faut dire que ce sont des chansons sublimes. Ah, mais c'est un C'est plaisir. quand même la base. Et puis, il y a tout ce glamour, il y a aussi l'aspect visuel. On peut jouer avec plein de codes de séduction. Ça doit être quand même un grand plaisir à interpréter, pour tous les deux. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film des années 50. Moi, ça m'a rappelé Tex Avery. Mais... Ben voilà. Et il y a un Fred Bogart qui va rentrer et tout, et on est là. Et je le dis, même si elle est là, tant pis. Je veux dire, c'est tellement bien fait, c'est tellement dans l'esprit de la chose, et il y a tellement l'image qui va avec la voix, tout est juste que vous savez, quand vous êtes avec des partenaires et puis que les gens sont à leur place, putain, vous trouvez la vôtre et là, la magie opère. Et c'est tous les soirs comme ça. Donc c'est pour ça que je m'éclate bien. Enfin, pour moi, j'ai beaucoup de plaisir. Je sais pas elle. Moi aussi. Ah, Moi mince. aussi, beaucoup de plaisir. Ah bon, Mais c'est vrai qu'on c'est vrai crée une harmonie différente et toujours surprenante à chaque. Chaque soir, c'est différent. On soir. n'a pas de batteur qui nous casse les couilles, vous voyez. Donc, Ça, du c'est coup, bien. vachement bien. Enfin, si, je joue quelques percussions de temps en temps, mais ce qui est bien quand on est deux, c'est un luxe en fait de pouvoir se suivre, ralentir, accélérer, liberté vibrer totale, avec. Et puis quand elle est dans un mood, moi ce que je préfère c'est quand elle arrive et qu'elle dit je suis crevée, j'ai pas du tout dormi, j'ai plus de voix. La chanteuse. Et là, voilà. Et là, Ça, c'est un réflexe de producteur de soul. ça. là, voilà. Et là, tu J'attendais dis, la non seulement- fatigue. Non seulement c'est une vraie chanteuse, mais là il va se passer des trucs. Et c'est ce qui se passe. Et la magie opère. Ouais, forcément. c'est l'abandon. L'abandon. Alexandre, on parlait de la muse qui contre-attaque. Vous avez envie de nous parler de plusieurs femmes très fortes dans l'univers jazz. Il nous reste peu de temps, mais moi, il y a vraiment des chanteuses que j'adore parce que les histoires de chansons, les histoires de compositeurs sont avant tout des histoires humaines. À chaque fois, sont des histoires de vie, des parcours incroyables. Et de deux époques différentes, il y en a deux que j'aime beaucoup. La première, c'est évidemment Peggy Lee. Parce que, d'ailleurs, on a un extrait, je crois, de Peggy Lee, que vous interprétez d'ailleurs sur scène, il me semble. Oui. Pourquoi Peggy Lee, ce que j'aime beaucoup, c'est que, c'est une femme des années 40, 50. Elle tombe amoureuse du guitariste du groupe de Benny Goodman et finalement Benny Goodman lui dit très bien mais dehors quoi, tous les deux.
Ils se mettent ensemble finalement avec Dave Barbour et ils trouvent un pacte assez cool pour une chanteuse. C'est tu restes à la maison élever notre fille et moi je fais des sessions pour Capitol, quoi. Elle a dit oui, puis un an après elle est revenue, elle a vendu des millions d'albums et tout. Et j'adore cette femme qui était finalement destinée à finalement faire un choix de carrière et qui est quand même revenue, qui est redevenue l'immense star qu'elle était. Puis alors vraiment dans un autre style. Beaucoup plus récent, enfin dans les années 70, il y a une chanteuse que j'adore qui était mannequin chanteuse, qui est Betty Davis, et qui a été la deuxième épouse de Miles. Miles qui a divorcé au bout d'un an en disant ma jeune épouse est beaucoup trop sauvage. Donc déjà rien que ça, quand Miles Davis vous trouve trop sauvage, c'est que quand même il y a un bon niveau. Voilà, c'est une fille. La muse émancipée, c'est quand même ce qu'il y a de plus bandant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est revenue quand Miles l'a quittée. Et elle s'est entourée de musiciens incroyables, Larry Graham à la basse et de plein de gens, de musiciens de Sly et compagnie. Et elle a refait des albums pendant quelques années. Deux figures très fortes, quoi, deux femmes, comment on dirait ? De femmes libres et inspirantes. Et talentueuses. Et talentueuses. Ouais. Il nous faut 4 émissions, ça y est. Compliqué de rajouter quelque chose. Merci infiniment à tous d'être venus au rendez-vous. On rappelle Élodie Frégé et André Manoukian qui sont en tournée un duo complice, vraiment pour revenir sur l'histoire du jazz. Alexandre, merci d'être fidèle au rendez-vous. Et merci à tous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Vous le savez, le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. Ciao.